Radio J, Affaires publiques, Alexis Lacroix. Marek Alter, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous avoir ce matin, vendredi, au terme d'une semaine dramatique, à tout point de vue, tragique même, pour reprendre les termes qui ont été employés avant-hier soir par le président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que vous vous attendiez, sincèrement, Marek Alter, vous qui connaissez si bien la Russie, à ce que Vladimir Poutine, après tant de déclarations dilatoires, passe à l'acte avec cette brutalité et même avec cette sauvagerie? Non, bien sûr, la guerre, on s'entend jamais à la guerre. Jamais. Même si, comme certains le disent, Védrine ou autres, c'était prévisible. Montesquieu, que vous connaissez bien, qui était conseiller de Louis XIV, dans l'esprit de loi, dit une chose intéressante. Il dit que la guerre est provoquée par ceux qui la font et par ceux qui l'ont rendue incontournable. Nous sommes que pour quelque chose dans cette guerre. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai dit à notre président, à force de vouloir encercler la Russie, de Poutine ou autre, démocratique ou pas. Vous êtes certain, des bases militaires. Vous êtes certain, cher Marek, qu'il y a eu dans l'histoire récente des 10 dernières années une volonté de l'Occident et notamment de l'OTAN d'encercler la Russie, je reprends votre terme. Oui, les hebdomadaires allemands Der Spiegel publie cette semaine un document de 1991. La rencontre de Gorbatchev, le premier président post-communiste de l'Union soviétique, et les représentants d'Amérique, France, Angleterre et l'Allemagne. Et ce document est signé par tout le monde, comme quoi l'Occident s'engage à laisser l'Ukraine en dehors des pactes des NATO, de l'Alliance Atlantique. De l'Alliance Atlantique et démilitarisée. On peut les lire, tout le monde peut les lire. Donc, mais ça ne justifie pas la guerre. Je veux dire seulement que quand on veut faire la guerre, même les dictateurs les plus sanguinaires ont besoin d'une excuse. Alors, Marek Alter, vous connaissez très bien la Russie. Vous considérez le peuple russe comme votre peuple de cœur, votre peuple adoptif. Il vous a d'ailleurs adopté quand vous étiez petit. Vous êtes originaire, bien sûr, de Varsovie. Vous êtes un survivant du ghetto de Varsovie. Vous êtes une grande figure, une grande conscience européenne et un militant international des droits de l'homme. Vous avez donc une relation très proche avec la Russie, qui n'y est évidemment pour rien dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est la responsabilité en incombe essentiellement à Vladimir Poutine. Quel regard personnel portez-vous sur l'évolution de Vladimir Poutine? Et diriez-vous, Marek Alter, qu'il s'agit aujourd'hui d'un dictateur? Bon, d'un dictateur, c'est un autoritaire et il n'est pas le seul. C'est combien il y a entre nous de vraies démocraties comme la nôtre qui va aller aux urnes dans 2 ou 3 semaines. Il n'y en a pas tellement. Regardez le nombre de pays à travers le monde. Il n'est pas ni le pire ni meilleur. Mais entre nous, je ne m'attendais pas à ce qu'il se lance dans cette aventure. Tout à fait. Je m'attendais pas. Je me demande d'ailleurs, mais ça c'est pour les historiens après de trouver les raisons, sur les raisons qui l'ont amené à lancer 180 000 hommes contre un pays frère, puisque à côté de moi, une assistante russe, elle pleure parce qu'elle a des amis ukrainiens qui se font tuer. Une pensée au passage pour Natalia, alors. Voilà. Voilà, exactement. Donc,
donc, c'est vrai, j'étais surpris et bouleversé. Et j'ai aussitôt proposé à notre président, mon président, votre président, de retourner à Moscou, voir Poutine. Tout à fait. Et d'ailleurs, mon ami Gérard Depardieu s'est proposé de m'accompagner, puisque Poutine l'aime beaucoup. Alors, c'est une initiative, Marek, c'est une initiative extrêmement louable. Avez-vous néanmoins le sentiment qu'elle a la moindre chance de porter ses fruits, étant donné ce qui semble être la détermination d'airain de Vladimir Poutine à continuer, quoi qu'il en coûte, pour son peuple, cette guerre? Peut-être pas, mon ami, mais nous avons, et vous en êtes témoin, intervenu dans des situations plus dramatiques encore. Pendant la guerre des 6 jours, pendant la guerre des Kippour, en Afghanistan, où je suis allé avec mon ami Bernard-Henri Lévy. Et il faut jamais penser que seules les protestations peuvent résoudre les conflits entre les hommes et entre les peuples. Il faut d'abord les obliger, les amener à discuter. Je crois beaucoup, comme vous d'ailleurs, au pouvoir de verbe. Tout à fait. Vous serez pas à la radio. D'ailleurs, vous avez cité sur vos réseaux sociaux que je regarde d'ailleurs très habituellement, cher Marek. Il y a plus de gloire à tuer les guerres avec le verbe qu'à tuer les hommes avec le fer. C'est Saint Augustin qui disait ça. Voilà. Donc vous allez essayer, vous allez essayer de faire ça. Alors bien sûr que je suis malheureux de voir les Russes tuer les Ukrainiens, les Ukrainiens tuer les Russes. La guerre, elle est terrible parce qu'une bombe ne choisit pas sa victime. On choisit pas sa victime. Elle tue des gens et, comme dans Macbeth, les morts vont demander des comptes. Alors, Marek Alter, bien sûr, vous avez raison, la guerre, par définition, tue aveuglément. Néanmoins, il y a 2 éléments dans la guerre qui nous occupent depuis maintenant un peu plus d'1 semaine, depuis le 24 février. Il y a 2 éléments qui font question. 1, le fait que les civils n'ont pas été épargnés par les attaques russes. Et 2, le fait que Vladimir Poutine personnellement a envoyé des milices russes, la milice Wagner notamment, mais aussi des Tchétchènes, des tueurs tchétchènes, des bouchers tchétchènes, pour assassiner Vladimir Zelensky. Est-on, de ce point de vue-là, dans le cadre d'une guerre, j'allais dire, civilisée, telle que l'Europe a pu en connaître au travers de son histoire? Marek. Mon ami, je suis d'accord avec vous, mais il n'y a pas de guerre civilisée. Est-ce que vous connaissez des gens qui s'entretuent de manière civilisée? Alors, déjà, le fait de tuer quelqu'un prouve qu'on n'est pas la modernité européenne a inventé le droit de la guerre, et des lois de la guerre. Il n'y a pas aucune guerre. Nous en Algérie ou au Vietnam, il faut parler avec les Vietnamiens. On n'était pas... Il faut pas, ce n'est pas une guerre différente des autres. Ce qui est nouveau, et ça c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'elle touche notre continent, le continent européen. Nous étions sur tous les fronts. Les Européens étaient sur tous les fronts, en Algérie, au Mali, nous-mêmes au Mali, il n'y a pas si longtemps, etc. Or, c'est la première fois depuis 1945, depuis la chute du nazisme, qu'on assiste à une guerre en pleine Europe. Alors, il y a eu un précédent, Marek, un petit peu moins... Les guerres que la Serbie de Milosevic a déclenchées à partir de 1991 jusqu'en 1994 pour empêcher différents voisins
la Croatie, la Slovénie, mais après la Bosnie-Herzégovine, d'accéder à leur indépendance. Et ces guerres ont d'ailleurs beaucoup marqué l'imaginaire des Européens qui se disaient, mais finalement, moins de 50 ans après l'Allemagne nazie, après la Shoah, les crimes de masse reviennent en territoire européen. Est-ce qu'il n'y a pas des parentés, d'ailleurs, entre le Poutine de 2022 et le Milošević de 1992 ? Vous avez 100% raison. La seule différence, c'est qu'à l'époque, il y avait un groupe Paguash. Je ne sais pas si vous savez. Ça veut dire c'est un village en Yougoslavie qui s'appelle Paguash. Il réunissait, depuis l'époque soviétique, des intellectuels, des chercheurs soviétiques et occidentaux, yougoslaves de toutes les religions, etc. Parce que, en dehors des protestations, il faut faire quelque chose. Il faut montrer, on peut protester jusqu'à demain et les gens meurent. Et alors, on va aller pleurer dans les cimetières. Qu'est-ce que nous faisons pour arrêter cela? Nous pensons qu'on va faire des sanctions. Vous savez, les Russes, quand j'étais pendant la guerre, la Grande Guerre en Russie, on mangeait 50 grammes de pain par jour. Oui, alors... Les Russes peuvent tenir 20 ans, alors, 30 ans avec 50 grammes de pain par jour. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Certes, Marécalter, certes. Mais il y a deux phénomènes qu'il faut que nous analysions à ce stade de notre émission qui est passionnante, car vous êtes un très bon connaisseur de la Russie aussi et un ami de la Russie. La population russe semble manifester une solidarité croissante avec le sort réservé aux Ukrainiens, à tel point d'ailleurs que hier, nous voyions des photos de femmes dans le métro de Moscou qui étaient drapées dans le drapeau or et bleu de l'Ukraine. Premier point. Et deuxième point, certains des oligarques proches du Kremlin, qui ont porté pour certains Vladimir Poutine au pouvoir, je pense notamment à Mikhail Friedman, se distinguent et se démarquent de la stratégie actuelle et même vont jusqu'à dénoncer une équipée sanglante. Est-ce qu'il n'y a pas un retournement, un début de retournement de l'opinion russe contre la folie de Vladimir Poutine? Mon ami, là, vous donnez une piste. Comment on arrête la guerre? Ou par la victoire d'un des deux belligérants, ou en négociant. Si on peut parler. C'est-à-dire, Jacques Chancel m'a demandé un jour si j'aurais été prêt d'aller parler à Hitler. Bon, Hitler aurait préféré me voir sous forme d'une petite savonnette. Donc, Poutine, s'il est prêt de me recevoir, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que notre président devrait me demander d'y aller. On peut essayer toujours. Et puis, il y a la troisième voie, c'est l'assassinat, c'est Brutus. Brutus contre César. On connaît. César qui pensait, il avait des discussions avec Cicéron sur les pouvoirs absolus ou pas. Et puis, Brutus est venu avec son couteau, et l'autre, il était tout surpris, il lui a demandé cette question connue, un tout Brutus est contre moi, et toi, Brutus, est contre moi? Il y a dans l'ombre du Kremlin plein de Brutus qui attendent. Il y a même un des oligarques en Amérique qui a déjà pris une page dans New York Times, Wanted. Il donne $1 milliard pour celui qui va assassiner Poutine. C'est aussi un moyen. Et puis, il y a des révolutions. Vous savez, l'Union soviétique, on a oublié, est tombée. Pourquoi? Pas seulement à cause de Solzhenitsyn, pas à cause de nos manifestations à Paris ou ailleurs, mais à cause des morts qu'on renvoyait dans des caisses en bois en Afghanistan, des soldats russes en Afghanistan. 10 000, 20 000, 30 000. Quand les Russes verront les premières morts des soldats russes tués en Ukraine, il n'est pas impossible que les gens descendent dans la rue. Pour l'instant, c'est normal que les gens prennent les drapeaux ukrainiens.
il y a plein des Ukrainiens en Russie, plein des Russes en Ukraine. Ce sont les mêmes familles, c'est la même religion. Ils se parlent. C'est comme s'il y avait une guerre entre nous et les Wallons de Belgique. Absolument. Bon, ce sont les mêmes. Donc, il y a un malaise. J'étais triste d'apprendre que mes amis d'Echo Moscou, c'était la première radio post-communiste qui a interviewé tous les dirigeants du monde, y compris Mandela, qui a disparu, qui s'est auto-dissous parce que les journalistes pensaient qu'ils n'étaient plus libres de s'exprimer comme ils le voulaient. Bon, donc, aujourd'hui, qu'est-ce que moi, nous pouvons faire? Oui, communiquer, informer, donner la possibilité à tout le monde d'exprimer son indignation, mais je continue à penser que notre devoir, c'est de parler aux Russes, de parler aux Ukrainiens. Ce n'est pas de dire « vous êtes formidables et vous êtes dégueulasses », parce qu'on s'en sortira pas. Alors, Marek Alter, vous venez de faire allusion à des choses qui commencent à être analysées par beaucoup de diplomates et beaucoup de spécialistes des relations internationales, à savoir qu'il y aurait au sein même de la direction, au sein même du pouvoir russe, des divisions beaucoup plus importantes que nous ne l'avions pensé ces dernières semaines et ces derniers mois, et peut-être même, certains suggèrent, en tout cas fortement, qu'il y a des tensions, qu'il y a des divergences de vues, qu'il y a des divergences d'appréciation stratégique sur ce que la Russie doit faire entre Vladimir Poutine et un certain nombre de ses lieutenants. Est-ce que vous pensez que, jusqu'à un certain point, par exemple, l'armée n'est pas totalement d'accord avec ce qu'on lui a demandé d'entreprendre depuis le 24 février sur le sol ukrainien? Je pense. Les Russes, c'est comme ça. Il faut relire Tolstoï, les préparatifs pour la bataille de Borodino, la réflexion du général Kutuzov dans La guerre et la paix. Vous savez, la littérature, ça sert à quelque chose. Donc, oui, il se pose des questions. Il y a des gens au Kremlin qui se posent des questions. C'est pour ça que je pense que quand notre président dit « je reste en contact avec Poutine », il a raison. Mais est-ce que Poutine voudra encore lui parler après tout ce qu'il a dit? Tu es un type dégueulasse, un dictateur, un sanguinaire, un tueur, etc. Et moi, à la place de Poutine, je ne lui parlerai pas. C'était juste ce qu'il disait, notre président. Mais je ne sais pas s'il reste encore un interlocuteur pour Poutine. Ou peut-être il ne veut pas être interlocuteur avec Poutine. Alors, vous savez, c'est en pleine guerre. Hein? Parce que si on prend, comme mes amis disent, les nazis, etc., on parle beaucoup du passé. Hein? Il y avait des gens, Eichmann, qui avait entre ses mains 1 million de Juifs d'Hongrie. Et il y avait des Juifs qui sont venus les voir, venus des Suisses, pour négocier de racheter ces Juifs jusqu'au dernier moment. Tout à fait. Jusqu'au dernier moment. Donc, il faut jamais abandonner la parole. Il faut laisser toujours une porte ouverte. Donc, je répète, hein, il y a des gens, ça ne doit pas être moi, hein, mais il y a des gens qui peuvent, en russe, aller parler aux Russes et leur parler. Alors, il y a une chance d'arrêter cela, mais pour cela, au travers il faut pouvoir poser, je termine, une seule question à Poutine. Allez-y. Monsieur Vladimir Vladimirovitch, que voulez-vous? Oui, absolument. Parce que nous ne savons pas ce qu'il veut. Peut-être lui-même ne sait-il pas exactement ce qu'il veut. Alors justement, restons. Nous avons à peine 5 minutes encore, cher Marek, c'est passionnant. Car vous connaissez de l'intérieur, donc c'est justement pour ça que votre regard est passionnant. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des divergences aussi d'ordre
idéologiques, puisque vous évoquez la stratégie, que veulent-ils? Est-ce qu'il y a des divergences idéologiques? Est-ce que, au fil des années, d'après vous, Vladimir Poutine, qui semblait au fond être assez conciliant avec une partie de l'Occident, a dérivé vers une idéologie eurasiatique? Est-ce qu'il a été, par exemple, de plus en plus influencé par son ami Dungin, qui théorise une sorte de choc des civilisations entre l'Europe et la Russie? Est-ce que ça peut être une clé explicative de la situation d'aujourd'hui, au-delà de l'abcès de fixation historique sur la question de l'Ukraine, d'après vous? En partie, c'est-à-dire c'est une porte de sortie. Je ne pense pas que Poutine avait choisi cette voie. Ah oui. Et là, des gens comme Bedrin, comme des historiens américains ont bien compris. Nous pouvions encore les dévier de cette voie. Nous pouvions le dévier? Nous pouvions. Vraiment? Il faut regarder la carte. Qu'est-ce que vous regardez? J'ai vu ça dans New York Times. 41% de la population mondiale est derrière Poutine aujourd'hui. Ah oui. 41%. Oui, c'est considérable. C'est la Chine, c'est le Pakistan, c'est l'Inde, c'est la Birmanie, le Brésil. Ce ne sont pas des démocraties, bien entendu, mais ça représente 41% de la population mondiale. Ça veut dire, nous pouvions, au contraire, attirer cette population vers nous, vers la liberté, la démocratie. On l'a laissé filer. Alors, dernière chose. Parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris l'enjeu. Alors, une 30 secondes encore, cher Marek. On a compris que vous n'étiez pas totalement satisfait par ce qui a été fait par les Occidentaux depuis quelques années. Soyez plus explicite encore. À vos yeux, quelles erreurs ont été commises ces dernières années et ces derniers mois, Marek Alter? Nous aurions dû proposer déjà, il y a 10 ans, 20 ans, à la Russie, un strapontin au sein de l'Europe. La Russie, c'est nous. Tchaïkovski, Kandinsky, Malevich, Tolstoï, Dostoïevski, c'est nous. Bien sûr. Et ils ont une place en Europe. On l'a pas fait. Et les Russes étaient prêts de le faire. Nous avons raté un coup. Vous savez, c'est comme dans un amour. Hein. On aime, et puis on apporte les fleurs un peu trop tard. Aujourd'hui... Ça sent le vécu. Aujourd'hui, ce qu'il nous reste, c'est la fermeté d'une part. Ça, notre président a raison, mais la parole de l'autre part. Il ne faut pas abandonner. Il faut s'adresser aux Russes, pas à Poutine, aux Russes. Il y a 150 millions d'individus qui comprennent ce qu'on leur dit. C'est formidable. Il faut s'adresser à eux. Merci. Vous savez, merci, cher Marek. C'est ça qui est l'essentiel, à mon avis. Merci, cher Marek Alter, pour ces paroles aussi d'apaisement et de paix. On espère qu'elles seront d'ailleurs entendues par le vecteur de notre radio. On vous souhaite bon vent. Peut-être allez-vous vous rendre à Moscou dans les jours qui viennent. On suivra tout cela, bien sûr, avec la plus grande attention. En attendant, on vous souhaite, ainsi qu'à nos auditrices, nos auditeurs, un excellent Shabbat, cher Marek. Merci d'avoir fait un tour par Radio J.